Je vais donc parler dans cette séance de prospective avec un ton peut-être un peu différent, puisque je suis un enseignant-chercheur en philosophie politique, je suis aussi une jeune psychanalyste, on va dire, puisque je reçois depuis peu, mais tout de même, depuis maintenant 2 ans. Et l'enjeu, c'est vrai que je suis arrivée à la psychanalyse en étant véritablement un enseignant-chercheur en philosophie politique, c'est-à-dire que l'enjeu pour moi, c'était de traquer les dysfonctionnements de la démocratie par le biais de la parole des patients. Alors, je m'étais rendu compte au fil, même si je ne suis pas sociologue, donc c'est vrai qu'en tant que philosophe, on fait rarement des entretiens, mais tout de même, de plus en plus, on est amené à aller sur des terrains aussi. Et quand on va sur des terrains, on pratique des entretiens, qui soient, conduits avec des questionnaires ou pas. Et dans ces entretiens revenait sempiternellement la question de l'érosion du sujet et la question d'une vulnérabilité collective qui venait fracasser le sujet, et en ce sens, les dysfonctionnements qu'on pouvait ressentir dans le monde du travail, mais aussi dans le monde en règle générale, la question des reniements de ses propres principes, etc., est quelque chose qui venait taper, fracasser la personnalité et l'individu en tant que tel. Et donc l'enjeu, c'était aussi de refaire le lien entre cette matrice individuelle et cette matrice collective. Et donc, on peut comprendre que la psychanalyse et la philosophie politique ont à voir et travaillent ensemble pour cette question-là. Donc, moi je vais avoir un propos effectivement un peu différent. D'abord vous parler du courage, vous parler du fait que le courage protège le sujet et protège la cité. Et donc on en fera un outil effectivement de régulation et de gouvernance. Donc une première partie où on évoquera cela, et une deuxième partie plus sur le terrain de la philosophie politique, avec quelques outils citoyens de la régulation, on va dire, et on parlera quand même des approches participatives, donc la démocratie participative, mais aussi les questions de déontologie publique, qui sont pour moi un des grands socles de la cohésion sociale. Donc il y aura sensiblement comme ça 2 parties, plutôt une partie sur le courage, à la fois comme vertu individuelle et comme vertu collective, et puis une deuxième partie qui renvoie plus à des terrains et à quelques illustrations de cette nouvelle manière de faire. Alors, effectivement, j'avais dit dans une société qui confond parfois le changement et le mouvement, et ça renvoie à une définition, vous connaissez les théoriciens de Palo Alto, et pour le dire un peu brièvement, que ce soit Bateson, que ce soit Václavic, la différence qui est faite justement entre le changement et le faux mouvement, c'est que le faux mouvement, voilà, je suis en train de, c'est l'exemple qui est donné par Václavic, je suis en train de rêver, je suis poursuivi par une cohorte de gens, et donc je vais aller me cacher, je vais aller, je ne sais pas, prendre une fusée et disparaître dans le ciel, etc. C'est-à-dire que je crée sans cesse un mouvement de l'agitation qui fait que j'échappe effectivement à ceux qui me poursuivent, mais je ne fais que rajouter du mouvement au mouvement. Et donc, je suis dans un système de faux mouvement où je m'agite, mais je ne crée pas de rupture de paradigme, je ne crée pas de seuil. Le seuil, c'est quoi ? C'est le réveil. Donc, c'est facile, entre guillemets, pour Palo Alto, d'utiliser cet exemple, de dire, voilà, pour véritablement changer ce cauchemar, il faudrait tout simplement que je me réveille, et donc que le seuil qualitatif se fasse dans ce réveil. Le seul souci, c'est que cet exemple est simple parce qu'il s'agit du rêve et de la réalité, alors que nous avons un faux mouvement et un vrai changement dans la réalité. Et c'est toujours de la réalité. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est de voir comment, par exemple, le courage peut nous aider à se saisir de ce seuil qualitatif et de quitter
l'histrionisme et l'agitation perpétuelle d'un côté, qui fait que c'est du mouvement qui rajoute à la même histoire, et souvent une histoire qui m'emprisonne, ou en tout cas dans laquelle je ne me sens pas agent de ma vie, mais ça patauge, hein, ça bouge. Et puis de l'autre côté, un changement qui lui-même sera peut-être pas extraordinairement démonstratif, mais qui aura une valeur de seuil, qui aura une valeur de rupture et de construction. Et tout mon enjeu aussi, c'est de rappeler que le courage est certes un impératif de résistance, de rupture, mais que c'est fondamentalement un impératif d'invention et de construction, et que c'est une grande affaire de lien avec le sens, avec les autres, avec l'avenir, et que le courage, c'est toujours ce triple pari-là de lien, hein, d'être une affaire d'intelligare, d'intelligence, au sens de lien avec les autres, le sens, et bien évidemment le futur, l'avenir. Alors pourquoi vous parlez de courage ? Sans doute justement pour vous rappeler à quel point le courage détient et la clé du sujet, l'individu, et la clé du collectif. Et montrer comment le courage est une théorie du sujet. Et pour ça, on se référera notamment à Yankelevitch et à ce qu'il appelle le cogito moral, et comment il considère que il y a un cogito ou un cogito, comme vous voulez, du courage. Donc d'abord théorie du sujet, et puis aussi comment il est une vertu démocratique à restaurer pour assurer justement à la démocratie précisément son caractère durable et non pas renforcer son entropie. Alors comprenons-nous bien, moi je m'inscris dans un héritage foucaldien, c'est-à-dire que vous connaissez ce texte, qui n'est pas un texte, mais qui est un cours, qui est le cours de Foucault, Le courage de la vérité, fait au Collège de France. Et justement, Foucault dit très bien que lorsque l'on parle notamment du courage et du courage de la vérité, il ne s'agit pas d'asséner aux hommes une obligation de courage, hein, un commandement de moralité. Moi je ne fais pas une leçon de courage en disant qui est courageux et qui ne l'est pas. En revanche, Foucault va essayer justement de définir de quel courage nous parlons et comment nous envisageons notre rapport au courage. Et il définit notamment le dire vrai, ce qu'il appelle la parésia. Il donne cette définition. Pratiquer la parésia n'est pas simplement tout dire, mais c'est tout dire indexé à la vérité. Et le parésiaste, dit-il, celui qui parle vrai, dit en effet ce qu'il pense, très bien, mais ça ne suffit pas. Il est surtout celui qui se lie à cette vérité. Il s'oblige, hein, par conséquent, à elle et par elle. Et donc, cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas dans un dire communicationnel de « j'ose dire ce que les autres n'osent pas dire », etc. Mais il s'agit en fait non pas de mettre en place un dire qui oblige les autres, mais un dire qui s'oblige soi-même. C'est ça l'enjeu d'un dire vrai. Et pour le dire autrement, c'était aussi la parole d'Alain, c'est-à-dire la vérité, je la dois à quelqu'un, je la dois et je suis lié. Et ce qui veut dire aussi d'une certaine manière que je n'ai pas l'obligation de vérité tout le temps. Mais un dire qui s'oblige, c'est aussi à un moment donné un dire qui m'implique, qui m'engage, et qui n'est pas simplement un fait de langage dessaisi de tout caractère concret. Donc voilà ce qu'est le parler vrai. Et puis c'est aussi rappeler que la vérité n'est pas un dogme. À partir du moment d'ailleurs où la vérité devient un dogme, elle n'est plus qu'une croyance, hein, et elle perd son statut de vérité. La vérité, c'est autre chose, c'est un rapport à soi, on l'a dit tout à l'heure, c'est un rapport aux autres, c'est un rapport au monde, et c'est une tentative, on va dire, de cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait, donc une chose toute simple, cette ligne de cohérence-là, et à un moment donné, que cette cohérence soit le socle d'une construction, encore une fois, avec les autres. Alors, le courage comme théorie du sujet, pourquoi ? Parce que Yankelevitch dit, voilà, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Voilà. Donc, théorie du sujet, parce que je ne pourrais pas déléguer à autrui ce qu'il faut faire. Donc, à partir de ce moment-là, le courage, c'est pas je suis courageux et je fais un acte courageux. Non, c'est je fais un acte
Et cet acte va dire qu'à un moment donné, j'ai été sujet et que j'ai été courageux. Et le courage, effectivement, est une théorie du sujet dans la mesure où la délégation à autrui s'arrête enfin. Yankelevitch dit, voilà, le courageux est celui qui comprend que le cogito moral se pratique séance tenante, c'est-à-dire il se pratique ici et maintenant. La seule temporalité viable, d'une certaine manière, c'est le présent. Il faut être présent à soi-même, il faut être en phase, mais surtout, il faut considérer que la seule manière de vivre, c'est d'éprouver ce moment de finitude, c'est-à-dire qu'il faut se saisir de ce moment pour faire quelque chose, et donc dépasser cette finitude. Et d'une certaine manière, on pourrait le dire autrement, c'est l'éternité séance tenante. C'est-à-dire que si je veux à un moment donné être au temps présent, c'est ici et maintenant, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Une autre manière pour Yankelevitch de définir justement cette vérité du courage et pourquoi le courage a la clé de la singularité de l'individu, du sujet, c'est parce que c'est un moment de sérieux, et là encore, le sérieux non pas défini comme un dogme, nous dit Yankelevitch, mais le sérieux parce que il porte, il invite à une certaine temporalité, et cette temporalité, c'est encore le présent. C'est sérieux parce que c'est ici et maintenant. Et c'est sérieux non pas parce qu'il y a un esprit de sérieux, mais parce qu'il y a une vérité de la théorie de l'action qui fait que ça doit se faire. Donc sérieux parce que maintenant, sérieux parce que tout de suite, sérieux encore une fois parce que la délégation est impossible. Donc le futur du courageux, dit Yankelevitch, est celui de la minute qui vient. Voilà, donc c'est pas la bonne volonté qui remet à demain, c'est voilà, c'est tout de suite. Alors il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire non plus un caractère intempestif, ça ne veut pas dire non plus que le courageux est exempt de l'art de temporiser, mais ça veut dire que à la fois on ne fait pas de l'ajournement systématique, on sait pourtant desserrer l'urgence. Moi j'aime bien cette expression de Yankelevitch qui dit que l'intellect est normalement celui qui dessert l'urgence. Le courageux, pareil, il dessert l'urgence et en même temps, il connaît aussi l'efficacité de l'urgence, mais il connaît aussi le simulacre de l'urgence. Je dis ça parce que nous sommes sans cesse dans un simulacre aujourd'hui de l'urgence. Donc, il s'agit de desserrer l'urgence et de faire de la théorie de l'action, et pas du passage à l'acte. Et je reviendrai encore sur cette différence qui me paraît fondamentale entre un passage à l'acte et une théorie de l'action. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un travestissement assez complet, travestissement de l'urgence, tout est urgence, et je me souviens d'un livre de Nicole Aubert qui s'appelle L'individu hypermoderne et qui faisait un point très précis là-dessus, en montrant que l'important et l'urgent étaient totalement non superposables et qu'ils étaient sans cesse substitués l'un à l'autre, et que c'était donc bien évidemment un souci. Et en même temps, donc, falsification de l'urgence, illusion, urgence falsifiée, illusion d'urgence, simulacre, et puis en même temps, l'agitation à la place de l'action, et qui fait qu'en gros, de plus en plus, nous sommes comme pris au piège, soit entre d'un côté ceux qui sont pris au piège d'un ressentiment profond et qui vont justement faire un passage à l'acte à la place d'une théorie de l'action. Et alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un passage à l'acte violent, généralement tourné contre autrui, soit vous avez un passage à l'acte violent mais tourné contre soi-même, et c'est tel ou tel suicide ou tel phénomène d'érosion, de dépression, etc. Mais dans les deux cas, vous avez deux passages à l'acte, précisément parce qu'on n'arrive plus à mettre en place une théorie de l'action viable. Et cette théorie de l'action viable demandant à la fois du courage, mais aussi toute une stratégie de ce courage pour pouvoir justement s'allier aux autres et faire qu'un mouvement se mette en place de manière plus durable. Cette chose qu'il faut faire, donc, c'est moi qui dois la faire, c'est la grande maxime de Yankelevitch.
Non pas on qui n'est personne, dit-il, hein, et c'est vrai que le on est notre viatique habituel, hein, notre vie journalière est le fruit de ce on, et qui fait que, en gros, on vit sans vivre, on vit en attendant et la mort et la grâce, mais de façon si peu différenciée qu'on manquera les deux. Et le courage, d'une certaine manière, c'est déjà cela, l'autre nom tout de même d'un rendez-vous avec soi-même. Et justement, c'est important parce que, là encore, qu'est-ce que la morale capitalistique et en quoi le courage est vraiment antinomique de cette morale libérale, ou plutôt néolibérale? C'est que, voilà, la morale du capital organise ce qu'on pourrait appeler, d'un vilain mot, notre remplaçabilité. Alors, ça se fait de différentes façons, mais on va dire ça se fait surtout dans un esprit sadien, et je vais citer à la fois Christopher Lasch, que ce soit dans la culture du narcissisme, ou Axel Honneth, que ce soit dans la société du mépris, tous les deux ont bien saisi, ou un auteur plus proche de nous qui s'appelle Danny Robert Dufour, peut-être que vous avez lu également ses travaux, je pense notamment à un livre qui s'appelle La Cité perverse, et qui pointe bien du doigt ce fonctionnement aussi sadien qui est le nôtre, à savoir, Sade imaginait une utopie sexuelle où chacun avait le droit de posséder n'importe qui. Des êtres humains réduits à leur organe sexuel deviennent alors rigoureusement anonymes et interchangeables. Sa société idéale réaffirmait ainsi le principe capitaliste selon lequel hommes et femmes ne sont en dernière analyse que des objets d'échange. Voilà, c'est un petit peu ce que nous vivons chaque jour, et chaque jour le travail nous renvoie à ça. Vous êtes remplaçable. Vous n'êtes pas d'accord avec ceci ou cela, vous êtes remplaçable, et d'ailleurs quelqu'un viendra vous remplacer en souriant, alors que vous êtes un petit peu réfractaire. Donc ce système est un système qui petit à petit, j'ai fait un joli lapsus, petit à petit tue le sujet, en considérant que ce sujet, justement, est interchangeable, est échangeable, est substituable, et l'un vaut pour l'autre. Et le courage, c'est déjà la fin de cela, c'est considérer que vous êtes irremplaçable, et que donc ce système de soi-même se rendre plus anonyme qu'il ne faut. Vous avez des passages entiers d'Axel Honneth là-dessus sur l'invisibilité sociale à laquelle on nous contraint et à laquelle nous participons, parce qu'à un moment donné, on pense pouvoir être le passager clandestin, entre guillemets, de l'absence de morale généralisée. Et moi, tout mon travail, ça a été de dire, en fait, il n'y a pas d'impunité pour l'absence de morale. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent être les passagers clandestins de l'absence de morale, on tient quelques jours, on tient quelques années, mais on ne tient pas au-delà, et généralement, dans le meilleur des cas, on atterrit sur un divan, et dans le pire des cas, on atterrit sur l'asphalte. Donc, ce phénomène, c'était de dire, voilà, déjà, il faut déstabiliser ce système de la remplaçabilité, il faut déstabiliser cela par justement une éthique du courage individuelle, qui est un processus de visibilité totale, parce que quand vous êtes courageux, on ne voit plus que vous, donc c'est pas quelque chose qui fonctionne avec l'invisibilité, et c'est quelque chose qui fonctionne avec l'irremplaçabilité, puisque cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Et donc je suis irremplaçable sur cette chose-là, parce que si je veux défendre à un moment donné cette idée, cet acte, etc., il faudra que ça passe par moi. Et Yankelevitch dit, voilà, la clause est de conscience, car elle est de désignation personnelle. Alors, la chose un peu désagréable, et qui généralement fait le bonheur des aquabonistes, de ceux qui considèrent aquabon, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de capitalisation du courage au sens classique du terme, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez été courageux hier qu'il ne faut pas l'être demain, donc en ce sens-là, on ne peut pas capitaliser sur ce qui a été déjà fait. Le déjà fait n'enlève pas le à faire. Bon, ça c'est toujours l'aspect un peu désagréable. Et puis, c'est vrai que, c'est pour ça sans doute qu'il est assez antinomique de la morale capitalistique qui est une éthique du résultat.
le courage ne vaut pas par le résultat qu'il vous donne, le courage vaut par l'acte lui-même. Parfois, il peut d'ailleurs arriver à un résultat qui est, somme toute, un peu sacrificiel. Vous pouvez perdre un emploi, vous pouvez être blacklisté, etc. Donc, nous sommes d'accord que sur ce court terme-là, la vérité du courage, de toute façon, elle ne tient que dans son acte d'avoir fait ce que l'on avait à faire. Voilà. Sur le long terme, en revanche, la chose s'inverse un peu, puisque le courage est seul protecteur du sujet. Pourquoi ? Parce qu'il lui évite, justement, l'érosion du sujet. C'est-à-dire qu'à force de se renier soi-même, sur le court terme on peut se protéger, sur le long terme on ne se protège jamais. Et donc l'enjeu, c'était de rappeler que, au final, le manque de courage, le découragement, mais le manque de courage, est un prix bien plus élevé à payer que le courage lui-même en termes de protection du sujet. Donc l'enjeu, c'est déjà de faire comprendre que la seule manière de protéger son sujet, c'est de régulièrement, quand même, faire basculer le ratio de notre côté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se battre à tous les niveaux, mais en tout cas d'avoir le plus 1, d'avoir le 51% pour soi et de protéger son sujet voilà, de manière très pragmatique, si on n'est pas apte à faire tous les combats, d'en faire le minimum qui fait que l'érosion du sujet, on ne tombera pas là-dedans et on sera protégé parce qu'on n'aura pas renoncé à faire cohérence avec soi-même. Et on peut le dire différemment, ce principe, c'est celui d'être agent de sa vie. Les anglo-saxons disent l'agency. En français, on dira être agent de sa vie, c'est-à-dire à un moment donné avoir le sentiment de ne pas simplement être, l'objet du désir d'autrui, du simple désir d'autrui, ou tout simplement le petit objet fantasmatique du grand système, et ça aussi je reviendrai là-dessus, sur ce simulacre du système. Donc l'agency, la régulation par le courage, ça passe déjà par cela, par le fait que théorie du sujet, qui veut dire tout simplement être agent. Alors, sur le niveau plus collectif, effectivement, c'est de rappeler à ce moment-là qu'on va aller plutôt sur ce qu'on appelle le common decency, c'est-à-dire le fait que le courage est un instrument de régulation du common decency, de la décence commune. Alors tout d'abord, l'injonction au courage rappelle qu'au cœur des affaires publiques, l'instance du moi reste prioritaire, cette instance privée. Elle est prioritaire dans la mesure où, justement, nous sommes irremplaçables pour faire ces actes qui, normalement, nous emmènent vers une durabilité plus prononcée. Donc, il n'y a pas d'intérêt public sans implication et convocation du moi, alors que généralement on les dissocie. Alors, ça ne veut pas dire bien sûr que le moi détient l'exclusif et l'exhaustif des affaires publiques, mais ça veut dire qu'en tant qu'irréductible aux autres et potentiellement convocable, il est justement le socle sur lequel s'édifie l'intérêt collectif. Et si chacun prend sur soi d'être courageux et d'assumer à un moment donné cette cohérence, si chacun assume cette injonction qu'il se fait à soi-même, c'est le fameux dire qui s'oblige, alors la cité, dit Yankelevitch, cesse d'être le lieu où s'organise la fuite de la morale. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a de cité valide qu'une cité qui organise la fin, justement, de cette fuite de la morale. Et d'une certaine manière, là où il y a du courage, il n'y a pas besoin d'utopie. En liant le souci de soi et le souci des affaires publiques, comme d'ailleurs l'avait déjà fait Socrate, nous avons petit à petit commencé à tisser ce lien justement entre matrice individuelle et matrice collective. Je reviens à Socrate parce que dans l'apologie de Socrate, le procès de Socrate, je sais qu'il y a plusieurs lectures du procès de Socrate, mais personnellement j'en fais une qui pour moi est privilégiée.
Socrate est condamné parce qu'il est corrupteur de la jeunesse, en tout cas on le condamne pour cela, mais fondamentalement quand vous lisez le discours qu'il adresse à ses juges, c'est le discours que nous définissons là. Moi je l'avais travaillé dans le Praecium Doloris, dans le prix de la douleur. C'est non pas le prix de la douleur, mais c'est le prix de la vie. C'est-à-dire que Socrate dit, voilà, avant en gros de s'occuper des affaires publiques, il y a une chose qui serait tout à fait importante de faire, c'est de vous occuper de vous-même. Il dit ça à ses juges. C'est-à-dire qu'avant d'espérer vous occuper de conduire les affaires de la cité, il serait bien déjà que vous ayez le souci de soi, le souci de vous-même. Et le souci de vous-même, ça veut dire le connais-toi toi-même, ça veut dire que voilà, la pathologie ne vaut pas comme critère de leadership, que la toute-puissance n'est pas un critère de leadership, que l'individu décomplexé n'est pas un critère de leadership, etc., etc. Et donc, à un moment donné, c'est de considérer que oui, dans la manière dont on travaille avec soi-même et dans la manière dont on n'est pas dans un déni par rapport à soi-même, et où on maintient davantage, où on contrôle davantage ses pulsions, pour le dire dans un langage plus freudien. Et c'est quand même ce que dit Freud sur la culture. La culture est une manière de maîtriser aussi ses pulsions et de canaliser cela. Cet individu-là, qui travaille à faire émerger un soi, cet individu-là, oui, il est constitutif d'un bon fonctionnement de la cité et pourquoi pas d'une manière intéressante de vivre un leadership auprès des autres. Et c'est très intéressant parce que c'est tout le problème d'une cité qui va organiser non pas le souci de soi, mais comme dit Foucault, qui va organiser l'oubli de soi. Et c'est sans doute pour cette raison que je suis moi-même devenu et enseignant-chercheur en philopo et psychanalyste, parce que je crois qu'il y avait une urgence à rappeler à quel point une cité ne peut pas nous faire perdre la mémoire de nous-mêmes, et en même temps combien il était dangereux pour les individus de perdre d'une certaine manière la mémoire des cités qu'ils bâtissent et qui normalement est censée les protéger, et qu'il y a un lien fondamental entre cette cité et cet individu. Cette cité étant une métaphore pour tout simplement penser ce lien de communauté avec les autres et en même temps d'institution, de construction pérenne, d'un rapport au temps, puisque la cité nous permet aussi de penser cette éternité. Alors dans Foucault, comment dit-il cela ? Je cite parce que c'est quand même un passage tout à fait important. Foucault dit, voilà, en faisant parler Socrate, alors Socrate dit, voilà, mes adversaires, eux, sont habiles à parler. Moi, au contraire, dit-il, je parle tout simplement, tout directement, sans habileté et sans après. Et ils sont d'ailleurs si habiles à parler qu'ils voudraient bien faire croire que c'est moi qui suis habile à parler. Ce sont mes adversaires qui mentent, mes adversaires qui sont habiles à parler, mais ils sont si habiles à parler qu'ils en arrivent même à me faire presque oublier ce que je suis. Par eux, j'ai presque perdu la mémoire de moi-même. Ben voilà, nous, ça paraît très très éloigné, mais fondamentalement, le rapport avec la cité, il est là. C'est-à-dire que, à un moment donné, cette cité ne peut pas vous faire perdre la mémoire de vous-même, et donc ça passe par une certaine manière d'agir, une certaine manière d'inscrire son action justement dans la cité, dans la vie publique, que cette vie publique soit politique ou tout simplement celle de la société civile, c'est-à-dire cette dimension publique de soi-même, où voilà, j'inscris le souci de soi, ce souci de soi étant un lien fondamentalement pour défendre aussi ce qu'on appelle le souci des autres. Alors, outil de leadership, très classiquement, le courage, on dit souvent que c'est bien évidemment
l'instrument du leader, moi, c'est vrai que je m'intéresse plutôt à un outil qui préserve le sujet de sa propre érosion et qui protège en règle générale contre l'entropie démocratique. Donc plutôt un outil de gouvernance, plutôt un outil de régulation. Il existe de nos jours, je crois, une forme de découragement généralisé qui est ressenti particulièrement dans le monde du travail, mais aussi dans tous ceux qui sont liés aux politiques publiques ou à la société civile, donc à tous ceux qui essayent de mettre en mouvement cette société. Les gens tombent malades, deviennent dépressifs, alors qu'ils n'ont au départ aucune fébrilité initiale. Certains vont même jusqu'au suicide. Et ce malaise, bien sûr, est directement lié au retour et au renforcement de la précarisation, mais il faut rajouter à cela, je crois, une précarisation morale, si j'ose dire. Précarisation morale dans la mesure où l'on assiste à une forme de désaveu des valeurs qui sont renversées, falsifiées par l'ordre néolibéral ambiant, hyper-rentabilité, performance, individualisme à tout crin, qui sont portés au nu alors que nos humanités nous ont appris à relativiser aussi tout cela et à chercher davantage la plénitude plutôt que la performance, à chercher davantage l'individuation plutôt que l'individualisme, à chercher une indivisibilité des droits, c'est-à-dire non pas la liberté ou l'égalité, mais une liberté articulée à de l'égalité. Or, rien n'est moins vrai que l'obsolescence de ces valeurs. Les individus et les sociétés croient, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils vont pouvoir être les passagers clandestins de la morale, qu'au final, une forme de lâcheté est plus payante que le courage. Et ma thèse, c'est bien sûr qu'ils se trompent et qu'au contraire, pour l'être humain et pour les sociétés, donc tant pour la psyché individuelle que la psyché collective, le prix de la lâcheté et du renoncement est beaucoup plus cher à payer que le prix du courage. Et petite anecdote, en Allemagne, la courbe des congés maladie progresse, d'autant plus que celle des grèves diminue. Alors on n'y verra pas de lien, mais tout de même, c'est assez drôle de noter c'est le fait que, d'une certaine manière, la lâcheté quotidienne constitue, si je prenais un mot de Jonas, donc qui renvoie plutôt à l'éthique du futur, etc., mais il parle d'apocalypse rampante. La lâcheté quotidienne, ça constitue une forme d'apocalypse rampante qui fabrique l'érosion de la personne et qui met en danger les structures collectives. Alors, peur et courage, je vous rassure, sont liés. Le courageux est celui qui éprouve la peur, qui ne nie pas la peur, mais qui ne se laisse pas enliser par elle, il la dépasse. C'est pas un téméraire, c'est pas une figure homérique, c'est pas Achille. La vérité d'Achille, d'ailleurs, c'est son talon. Donc je défends fondamentalement une autre idée, et je défends cette idée que le courage s'éprouve en plus à l'aune du découragement. Et que c'est vraiment, et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs écrit la fin du courage, parce que c'est dans ce moment de confrontation vraiment avec le découragement que soudainement on peut ressentir ce qu'est le courage et dépasser justement la peur qui est notre lot quotidien, que ce soit des peurs d'ailleurs justifiées ou non. Et si nous paraissons de nos jours moins courageux, je crois que ce n'est pas parce que justement nous avons perdu le sens du courage, mais parce que notre idéologie utilitariste nous fait croire que justement le courage est antinomique de la réussite, des résultats. Et c'est vrai que, moi je l'avais formulé un peu durement dans la fin du courage, le courage est sans victoire, j'avais dit, dans la mesure où il n'y a pas de capitalisation, mais en revanche, il est sans échec possible, car dans le courage, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est l'acte lui-même, et au final, c'est cette protection du sujet, et on peut le dire autrement, il réhabilite tous les échecs possibles. Je veux dire, fondamentalement, il démontre d'une certaine manière que l'échec est une illusion.
parce que justement le courage a aussi cette forme de plasticité. À un moment donné ce sera résister, à un autre moment donné ce sera au contraire endurer, tenir. Et puis l'enjeu c'était pour moi de montrer que le courage n'était absolument pas l'apanage exclusif de l'extraordinaire, mais qu'au contraire il y avait une activité très ordinaire, très quotidienne, du petit acte quotidien qui alimente l'estime de soi et qui lutte contre cette entropie collective. Alors, sur des points plus, qui relèvent plus de nos terrains, après agency et common decency, revenir à notre actualité et également à la manière dont nous envisageons la question de la souveraineté. Vous avez un auteur qui a beaucoup travaillé ces questions, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, et que j'utilise souvent pour rappeler que, comme il le dit justement, à la suite d'ailleurs de Montesquieu, que la souveraineté du peuple est par essence négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par essence, c'est une souveraineté qui ne gouverne pas, c'est une souveraineté de contrôle, de surveillance, de veto, de résistance éventuellement, parce qu'elle descend dans la rue. C'est une souveraineté d'empêchement, dit Rosanvallon. Et donc, elle est par essence négative parce que vous avez une vérité asymétrique de la souveraineté. La souveraineté du peuple est asymétrique. D'un côté, il y a ceux qui gouvernent, de l'autre côté, il y a ceux qui votent, sanctionnent le gouvernement, mais tout de même ressentent, on va dire, une conception intermittente, une conception tronquée de leur souveraineté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, justement, même si cette réalité, bien sûr, est vraie, je crois que le peuple, les individus, sont trop matures, sont trop éduqués pour se satisfaire de cette conception tronquée de la souveraineté et qu'ils aspirent à une souveraineté plus continue. Alors ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause la souveraineté représentative, non, mais ça veut dire que, ils demandent un renforcement et une remise à niveau, on va dire, de la représentativité de cette représentation, donc de renforcer les instances représentatives, et puis à côté de ça, de mettre en place des instances participatives dignes de ce nom. Alors sur la question de la souveraineté, sur la question de la représentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, corriger les instances représentatives dans leur manque de représentativité, c'est la classe d'âge trop âgée dans sa moyenne, c'est un lieu trop peu diversifié, c'est un lieu trop peu paritaire, c'est un lieu qui a trop peu d'émanations de la société civile, et qui fait que vous avez une professionnalisation du politique et de la députation qui est trop forte. C'est un lieu qui, d'une certaine manière, dans la mesure où vous avez des députés qui sont profondément sous l'emprise de leur parti, donc qui sont trop inféodés à leur parti et qui donc vont, comme on dit, être trop godillots. Et donc, déjà, c'est affronter cette question de la représentation politique et la corriger pour que justement les députés ne s'empêchent pas de penser des nouveaux jeux d'alliance, des potentialités stratégiques nouvelles. Et donc face de ce grand lieu qu'est le Parlement, un lieu renforce le paradigme délibératif qu'est ce Parlement, et un lieu de réflexivité et de résistance au gouvernement plus fort, et qui soit effectivement à même de gouverner, comme dirait l'autre, dans la complexité. Et c'est vrai qu'un bipartisme radical n'est peut-être pas à même de gouverner dans une forme de complexité. Ça, c'est le premier point. C'est un point important parce que dans une démocratie adulte, la pluralité, qu'on juge d'habitude comme un facteur d'inertie, est en fait la matrice même de l'acceptabilité des réformes. Donc,
la pluralité est au contraire un critère d'efficacité dans la mesure où, oui, peut-être vous mettrez plus de temps pour faire ce que vous avez à faire, mais cette chose-là sera acceptée, parce que c'est une matrice de l'acceptabilité, et dans un deuxième temps sera plus durable, parce que qu'est-ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui? Très souvent, l'alternative, c'est-à-dire l'alternance est souvent utilisée comme un outil de radotage, d'une certaine manière, où on va revenir sur ce qui a été fait au lieu de poursuivre la tâche. Et donc vous avez sans cesse comme ça un appareil parlementaire qui est profondément régressif, d'une certaine manière, ou en tout cas utilisé de manière régressive, alors qu'il devrait être utilisé pour justement être dans une politique d'invention et non pas dans une politique de rattrapage ou de radotage. Un autre point aussi, c'est sans doute de découpler la question de l'efficacité de la vitesse. Je crois que là aussi, il y a une autre fantasmatique dont il faut sortir, c'est la fantasmatique des 100 jours. Où tout d'un coup, c'est en 100 jours qu'il faut avoir tout fait, tout passé, parce que sinon, ce sera improbable de faire passer des réformes ou que sais-je. Là encore, ça se heurte considérablement à cette idée d'une souveraineté continue, d'une souveraineté qui, sans cesse, prouve d'une certaine manière sa légitimité en prenant acte des parties prenantes, en faisant ce qu'on appelle les 5 branches du Grenelle, mais c'est quand même ça dont il s'agit, c'est-à-dire de co-fabriquer ensemble, même si la décision revient à, bien sûr, nos représentants, mais il n'empêche de fabriquer ensemble cette démocratie. La démocratie, c'est tous les jours, et donc le peuple veut pouvoir désirer une réforme, comprendre les enjeux de la réforme, en débattre, négocier, et puis, bien évidemment, vivre cette réforme. Le deuxième point, c'est des instances participatives dignes de ce nom. Et là, c'est tout à fait important juste de revenir sur des protocoles un peu précis de la participation. Sinon, vous avez une participation qui ne participe de rien, et vous avez une participation qui fait de la communication, et elle sera profondément contre-productive. Alors, ça me rappelle une citation de Tocqueville qui explique la schizophrénie, c'est en 1835, donc c'est bien de voir qu'elle se maintient, cette schizophrénie, qui explique la schizophrénie dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un État qui revendique la responsabilisation des individus et qui somme d'une certaine manière les individus d'être justement adultes, responsables, et puis dans un deuxième temps, qui dit, je cite Tocqueville, « Vous agirez comme je voudrais, autant que je voudrais, et précisément dans le sens que je voudrais. Vous vous chargerez de ces détails sans aspirer à diriger l'ensemble. Vous travaillerez dans les ténèbres et vous jugerez plus tard mon œuvre par ses résultats. » Et Tocqueville dit, « Ce n'est point à de pareilles conditions qu'on obtient le concours de la volonté humaine. Pourquoi ? Parce que l'homme est ainsi fait qu'il préfère rester immobile que marcher sans indépendance vers un but qu'il ignore. » Voilà. Bon, marcher sans indépendance vers un but qu'il ignore, ça a le mérite d'être, je crois, d'une grande clarté. Justement, le gouvernement aujourd'hui doit, au contraire, fabriquer cette marche, ce sens, donc clarifier le but et permettre, au contraire, d'aller vers ce but en pleine indépendance, en tout cas avec le sentiment quand même d'une autonomie préservée. Alors, la participation, c'est donc 2 grands temps, je vais aller très vite. Un temps qu'on peut résumer sur ce qu'on appellerait de l'éthique de la discussion, si on prend la formule d'Habermas, et puis un autre qui renvoie à une éthique de la responsabilité. Alors, le premier temps, c'est effectivement tout ce qui renvoie à ce qu'on peut appeler le droit à l'expression, le droit à l'information, bien sûr, puisqu'il vaut mieux être informé pour s'exprimer de manière, la moins stupide possible. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, que nous sommes nos démocraties adultes sont des démocraties capacitaires.
En tout cas, elles veulent être des démocraties capacitaires. Ça veut dire quoi? Ça renvoie à la définition, là encore je vais très vite, la définition d'Amartya Sen sur les capabilities, c'est-à-dire qu'en gros, il ne suffit pas d'être une démocratie des droits, nous cherchons à être une démocratie de la pleine maîtrise de ces droits. C'est-à-dire que de la différence entre démocratie des droits, j'ai droit à un vélo, démocratie des chances, éventuellement j'ai un vélo, puisqu'on a fait en sorte que je puisse accéder à ce bien, et puis démocratie des capacités, je sais faire du vélo. Et entre-temps, il s'est passé toute la chaîne continue des hommes, justement d'une certaine manière de tout l'immatériel de la démocratie pour que ce droit devienne concret. Donc, en gros, quand on fait de la démocratie de capacité, l'expression ne suffit pas. C'est-à-dire que non seulement on veut pouvoir exprimer son point de vue, mais on voudrait que ce point de vue pèse dans la discussion. Et vous avez aujourd'hui, pas beaucoup, mais de plus en plus de structures qui s'intéressent à la démocratie participative et des associations donc, qui mettent en place ce qu'on appelle des structures d'advocacy, c'est-à-dire de plaidoyer civil, c'est-à-dire qu'elles enseignent, elles considèrent qu'elles ont à former les citoyens à la prise de parole, au fait de savoir bien démontrer ses arguments, au fait justement de faire en sorte qu'il ne suffira pas simplement d'exprimer un avis, mais de se donner les moyens que cet avis pèse et soit pris en compte. Donc, l'information, c'est bien évidemment l'obligation d'avoir de l'information qui ne soit pas partielle, qui soit la plus objective possible, qui soit traduite d'une certaine manière, qui ne soit pas segmentée, opaque ou que sais-je, plurielle, qui propose différents points de vue et non pas simplement un point de vue. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le droit à l'information. Et puis le droit à l'expression, aujourd'hui, c'est ce droit à l'expression avec, d'une certaine manière, la formation à l'expression que peut être l'advocacy. Ensuite, ça va être tout ce qui concerne l'audition, la concertation, la délibération, sachant qu'il y a une différence effectivement entre l'audition, la simple audition des points de vue, et puis la concertation. L'enjeu, c'est effectivement de mettre en place plutôt une concertation, c'est-à-dire de formuler d'une certaine manière ensemble les prémices d'une décision qui sera ensuite prise ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, c'est bien évidemment le droit à la décision. Et là, car une participation qui ne décide pas n'est pas une participation. Et là, vous avez cette définition de Habermas qui est tout à fait excellente. Chaque fois que le cercle des personnes qui participent aux décisions ne recouvre pas le cercle de ceux qui en subissent les conséquences, il y a un déficit démocratique. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, ce fait de superposer les cercles entre ceux qui décident et ceux qui vont subir la décision, là aussi, cet ajustement des cercles, c'est le travail, souvent, de cette démocratie participative. Ça devrait être, bien sûr, le travail de la démocratie représentative. Il faut faire en sorte que ce le soit davantage, mais aussi la démocratie, comme la démocratie, c'est comme une forme de sas de réajustement, c'est-à-dire c'est toujours une sorte de work in progress, ce sont des structures très protéiformes. Alors très souvent, on considère que c'est un manque, mais au contraire, il faut considérer que c'est ce qui permet aussi de faire que la participation citoyenne aux affaires publiques va être de plus en plus inclusive. C'est-à-dire, l'enjeu pour la participation, c'est l'inclusivité, c'est d'être une démocratie inclusive, c'est-à-dire de faire rentrer dans le cercle de la participation ceux qui n'y rentraient pas. Donc c'est très important quand même d'avoir sans cesse ce protéiforme qui fait qu'on s'adapte à une situation, on fait comme une sorte de sur-mesure et ça va se traduire par je ne sais combien de possibilités. Vous irez voir l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, qui est l'ADELS, qui liste tous les dispositifs de démocratie participative en France, et c'est vrai qu'il y a pléthore de choses, mais qui, justement,
cherche à affronter la question de l'inclusivité du protocole. Et puis enfin, c'est un droit aussi à l'auto-évaluation plus qu'à l'évaluation. Alors ça paraît terrible de dire ça, mais le problème, si vous voulez, c'est que si les structures participatives ne formulent pas elles-mêmes les indicateurs selon lesquels elles vont être évaluées, généralement ce seront des indicateurs formulés par l'extérieur qui viendront au contraire soit utiliser la démocratie encore une fois de façon communicationnelle et donc rendre des indicateurs peu concluants, soit au contraire utiliser des indicateurs qui viendront très souvent déprécier la démocratie participative. Donc c'est un mixte à la fois d'évaluation et d'auto-évaluation pour justement essayer d'attraper plutôt ce qu'on appellerait des signaux faibles aussi de la démocratie. Enfin, c'est le refus des micro-enjeux, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la démocratie participative sur des enjeux ridicules, fondamentalement, vous êtes dans le contre-productif. On ne doit faire de la participation que, au contraire, sur des grands enjeux qui soient locaux ou nationaux. Mais c'est ça véritablement qui est important pour que la participation soit digne de ce nom. Et puis enfin, il faut, et ça c'est l'aspect toujours plus désagréable, il faut, comme dit Blondiot, un coût matériel de la discussion. Alors ça veut dire deux choses. Le coût matériel de la discussion, ça veut dire que, un, il y a des lignes budgétaires pour penser cette démocratie participative, et deux, que cette discussion, elle est matérialisée, c'est-à-dire il y a des comptes rendus, des suivis, une création de sites, et il y a tout un fil comme ça qui est créé pour montrer comment le travail se met en place, chacun peut s'y référer, et il y a aussi surtout la suite du travail participatif, c'est-à-dire de revenir 1 an, 2 ans après sur ce qui a été justement pensé par ces différents ateliers. Donc voilà un petit peu le schéma de la participation. Et puis pour conclure, il me reste encore quelques petites minutes, vous parlez aussi donc de ce que moi j'ai appelé les majorités qualifiées citoyennes, et puis enfin de dire un mot sur la déontologie publique. Alors sur les majorités qualifiées citoyennes, alors bien sûr on pourrait parler tout simplement d'associations, de mouvements sociaux, que sais-je. Moi je préfère parler de majorité qualifiée citoyenne, tout simplement d'abord pour rappeler qu'une majorité qualifiée n'est pas une majorité, et qu'une collectivité n'est pas un collectif. Donc un collectif c'est un surcroît de légitimité, mais 2-3 personnes peuvent former un collectif. Et elles peuvent être porteuses justement d'une dynamique de régulation. Et ce qui est très important dans ces majorités qualifiées citoyennes aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire passer les associations d'un rôle de dissidence, on va dire, à un rôle de régulation, à un rôle de gouvernance. Et que alors c'était classiquement la question de la désobéissance civile au départ, dans le sens où si vous lisez Thoreau, il vous explique très bien qu'il ne s'agit pas, c'est pas une lutte contre le gouvernement, mais c'est au contraire une amélioration du gouvernement, normalement, la désobéissance civile. Mais là, nous sommes clairement aujourd'hui avec une société civile qui est de plus en plus coordonnée, qui propose, qui est extrêmement de plus en plus experte, et qui, bien évidemment, doit être considérée dans sa capacité régulatrice et non pas dans sa capacité de dissidence. Et là, comme exemple de majorité qualifiée citoyenne, vous en avez plusieurs. Moi, je cite le manifeste des économistes atterrés, Sauvons la recherche, l'appel des appels, même les désobéisseurs de Ruffalo. Je n'aimais pas beaucoup justement ce terme de désobéisseur parce que je trouvais qu'il remaintenait la désobéissance civile dans la question de la désobéissance, alors je crois que c'est un outil de gouvernance, mais il n'empêche que, voilà, ce qui est très intéressant dans toutes ces associations, c'est qu'elles ne sont pas partisanes au sens classique du terme, elles sont généralement, elles traversent, elles sont, au départ, si vous prenez l'appel des appels, vous avez un psychanalyste,
Gori, mais qui va réunir bien sûr des psychiatres, mais très vite des magistrats, très vite des directeurs d'hôpitaux, très vite des enseignants, etc. Et ça traverse comme cela. C'est pareil pour Ruffalo. Quand je pense à un autre type de majorité qualifiée citoyenne et qui est plutôt un outil de régulation, un outil citoyen de la régulation, qui est par exemple le site qui a été mis en place sur la révolution fiscale de Piketty, de Landais, de Cèze. C'est tout à fait intéressant parce que quand vous avez là un exemple de face nord de la démocratie, à savoir la fiscalité démocratique. C'est quand même un sujet très âpre, très difficile, et alors vous êtes peut-être économiste et fiscaliste, mais on va dire que la majorité d'entre nous ne sommes pas rompus, entre guillemets, aux affres et aux petites minuties comme ça ou arguties de la fiscalité française. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Piketty, Landais et Cèze nous rappelle ce qui est le fin mot de l'histoire de la fiscalité. C'est quoi? C'est notre intuition du juste. C'est ça. Et nous avons tous une intuition du juste. Sauf que nous ne savons pas la traduire en termes fiscalistes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, un outil est proposé. À l'époque, je crois 40 000 personnes s'étaient connectées. Aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus. Mais quand le site a été lancé, qui est donc pour une révolution fiscale, quand vous vous connectez sur ce site, vous avez la possibilité de formuler votre réforme fiscale, vous qui n'êtes pas fiscaliste. Mais vous la formulez à partir de ce qui est le plus fondamental, à savoir votre intuition du juste. Et c'est bien ça l'enjeu, et pour la démocratie représentative, et pour le courage, et pour la démocratie participative, c'est de refaire contrat. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que nous dit Rousseau? Il nous dit « le contrat est tacite », c'est-à-dire que nous avons passé contrat sans que nous le désirions. L'enjeu, justement, c'est de refaire contrat. C'est de refaire contrat par ces instances participatives, par ces instances délibératives que sont aussi la représentation, et c'est justement tous les jours de fabriquer ensemble cette intuition du juste et de faire que tous les jours, de manière de plus en plus inclusive, nous participions à cette définition du juste. C'est pour ça que ce sont des grandes affaires, entre guillemets, que la représentation ou la participation. Dernier point, c'est sur, je l'avais dit, sur la question de la déontologie de la vie publique. Et là encore, Dieu sait s'il faut un certain type de courage pour se dessaisir des conflits d'intérêts dans lesquels nous sommes tous pris. Ce qui est intéressant avec une réflexion qui est celle de la COUM, c'est justement que cette probité publique est un des socles de la cohésion sociale, et il a une expression que je trouve tout à fait intéressante parce qu'elle nous évite de tomber dans la question du comité de salut public et de la régulation par la vertu. Il s'agit de domestiquer les conflits d'intérêts. Alors, pour certains, ça sera insuffisant. Moi, je pense que c'est déjà un pas tout à fait important parce que la régulation par la vertu est souvent mortifère, et qu'au contraire, l'idée de domestiquer les conflits d'intérêts, c'est déjà apprendre à faire la différence entre les conflits de légitimité, les conflits de devoir, les conflits d'appartenance, les conflits de loyauté, les conflits d'intérêts, et que tout ça demande un minimum de travail. Et la COUM va défendre justement le renforcement des déclarations d'intérêt ou de ressources, l'interdiction du cumul des mandats, l'interdiction de fonctions ou de rémunération, le fait d'encadrer le lobbying, le fait de remettre en cause la limitation stricte du secret défense qui fait obstacle aux investigations sur les circuits financiers illicites, lui dit de clarifier les critères et les procédures de nomination. Moi je dis, si on pouvait se passer du pouvoir de nomination du chef de l'État, ça serait quand même mieux. Si on pouvait également penser définitivement l'indépendance du parquet aussi, voilà des choses assez simples, mais qui participent aussi de cette probité, et puis surtout de donner les moyens aux autorités indépendantes que nous créons sans cesse, mais généralement sans leur donner les moyens
d'affirmer et de pérenniser justement ces conduites de probité. Donc là, il cite quelques commissions qui sont Commission pour la transparence financière de la vie politique, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, etc., Service central de prévention de la corruption, qui généralement n'ont aucun moyen d'exercer leur fameuse autorité indépendante. Donc là aussi, sans doute, un travail à faire pour redonner des véritables moyens, aux instances, à ces autorités indépendantes. Voilà. Donc, agency, decency, renforcement à la fois des structures représentatives et participatives et renforcement de la vie, de la déontologie et de la probité de la vie publique. Voilà, je vous remercie.